Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle session d'information sur votre chaîne. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre. Tout de suite, le menu. Le Premier ministre Samalou Kondé a foulé le sol de Djerba en Tunisie ce vendredi 18 novembre 2022 pour représenter le chef de l'État au 18e sommet de la francophonie et a été accueilli par le ministre tunisien du Tourisme. Le 17 novembre à Kinshasa a eu lieu l'ouverture d'un atelier sur la représentation des rapports intermédiaires sur la mise en œuvre des recommandations du 3e cycle de l'examen périodique de la République démocratique du Congo. Vous aurez les détails dans ce journal. 3 jours a suffi pour le ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guizaro d'inspecter les travaux réalisés par la concession de la route nationale numéro 1. Il était au Congo central du 15 au 17 novembre 2022. Voilà tout pour les sommaires, madame, monsieur. Encore une fois, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on ouvre ce journal avec cette information suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ne sera pas présent. Le chef de l'État ne se rendra pas au 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui débute demain samedi sur l'île de Djerba en Tunisie. Pour les mêmes raisons, il avait déjà manqué la 27e conférence mondiale sur le climat de l'ONU, COP27, à Sharm el-Sheikh. En Égypte, Félix-Antoine Tshisekedi se fera représenter par Samalou Kondé. Oui, c'est pour représenter le président de la République, Félix Tshisekedi, les 19 et 20 novembre 2022 et faire entendre la voix du pays sur la situation sécuritaire dans l'Est au 18e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la francophonie que Jean-Michel Samalou Kondé est arrivé ce vendredi 18 novembre à Djerba. Il a été accueilli au pied de l'avion par le ministre tunisien du Tourisme et le ministre congolais de l'intégration régionale, Didier Manzenga. Suivez. Nous sommes ici à l'aéroport de Djerba, à accueillir son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, qui va représenter demain, le 19 novembre 2022, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au 18e sommet des chefs d'État et du gouvernement de la francophonie. Comme vous le saviez bien, la République démocratique du Congo, c'est parmi les grands pays du monde francophone. Et avec l'acceptation de l'organisation du 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa, il est important que le chef du gouvernement vienne ici à Djerba représenter son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour aussi faire état d'avancement du 9e Jeu de la francophonie et parler aussi de la situation sécuritaire de notre pays, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'agression du Rwanda soutenant le M23. La RDC n'est pas isolée, c'est pourquoi le chef de gouvernement vient d'arriver aujourd'hui. Il sera précédé avant le sommet des chefs d'État du gouvernement, le Conseil de ministres. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les pays participants à la COP27 à trouver un accord astucieux et crédible sur la question épineuse de la compensation des dégâts climatiques subis par les pays du Sud. C'était hier jeudi lors de son intervention à Sharm el-Sheikh en Égypte à la veille de la clôture de la COP27. Aujourd'hui, vendredi, Bernadette Kamango revient sur cet élément. La manière la plus efficace de reconstruire la confiance est de trouver un accord ambitieux et crédible sur les pertes et préjudices et le soutien financier aux pays en développement,
a déclaré Antonio Guterres. La question des pertes et dommages inscrite officiellement à l'agenda de la conférence de l'ONU sur le climat à Sharm el-Sheikh continue de diviser avec les pays du Sud qui réclament l'établissement rapide d'un fonds dédié et ceux du Nord qui y sont globalement hostiles. Le temps de parler de la finance pour les pertes et dommages est terminé. Nous avons besoin d'action, a-t-il ajouté. Le secrétaire général des Nations Unies a constaté le fossé entre les pays du Nord et du Sud, mais a prévenu que le jeu des accusations mutuelles est une recette de destruction mutuelle assurée. Je vois la volonté de conserver l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, mais nous devons nous assurer que les engagements soient évidents dans les résultats de la COP27, a-t-il aussi dit. Enfin, il a pressé les pays d'agir sur la question cruciale de la finance pour aider les pays en développement à limiter leurs émissions et à s'adapter au changement climatique. 100 milliards de dollars annuels ont été promis en 2009 à ces fins par les pays développés, mais sans que ces sommes ne soient atteintes. Débuté le 6 novembre, c'est ce 18 novembre que la COP27 prend fin. La RDC y a largement participé en se présentant comme pays solution à la question climatique avec son bassin du Congo. L'actualité majeure actuellement dans le pays est et reste la situation sécuritaire à l'est de la République. C'est dans cette optique que le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a été mercredi devant la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale pour expliquer comment évaluer la situation dans cette partie du pays. On écoute les députés Bertin Mobenzi, président de cette commission. Nous sommes la représentation du peuple. Et la souffrance de notre population à l'est de la République nous touche, nous en tant que représentants de ce peuple. Et c'est dans ce cadre que le ministre était venu pour éclairer la lanterne de la représentation nationale. Aujourd'hui, il est revenu pour répondre aux préoccupations des députés nationaux. Et le seul message qu'il faut donner, c'est un message d'espoir. Le gouvernement, comme il venait de le dire, poursuit son travail à notre niveau en tant qu'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat qui est représenté ici par le président de la Commission Défense et Sécurité, le général Baramoto. Nous nous employons effectivement à travailler d'arrache-pied pour que nous puissions en tant que Parlement avoir des recommandations qui iront dans le sens de permettre au gouvernement d'atteindre cet objectif qui est celui du commandant suprême, restaurer, au besoin même imposer la paix et la sécurité à l'est de la République. Je vous l'ai dit au sommaire, ouverture de l'atelier sur la présentation des rapports intermédiaires sur la mise en œuvre des recommandations du 3e cycle de l'examen universel périodique de la République démocratique du Congo le jeudi 17 novembre dernier à Kinshasa. C'était l'occasion pour les parties prenantes de présenter les grandes lignes et l'évaluation de progrès réalisés sur la question de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Laetitia Wemba et Orly Kiaz pour le compte rendu. L'atelier de représentation des rapports intermédiaires sur la mise en œuvre des recommandations du 3e cycle de l'examen périodique universel de la RDC a connu la participation des acteurs de la société civile, des ambassadeurs et de quelques membres du gouvernement. Dans son allocution, le directeur des BCNDH, Abdul Aziz, a souligné l'importance de cet atelier en invitant les parties prenantes à faire des contributions objectives. Le mécanisme de l'examen périodique universel vise à éviter la politisation des débats et de l'appréciation des situations et questions relatives aux droits de l'homme dans les États. Il constitue jusqu'à ce jour une plateforme idéale permettant à tous les États de se soumettre à une évaluation objective par leurs pairs de leurs obligations en matière de droits de l'homme, y compris les politiques et programmes y relatifs. Ayant représenté les ministres des Droits humains, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu, a indiqué que les droits humains constituent le cheval de bataille du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cet atelier permettra aux ambassades résidentes
et à la communauté internationale d'obtenir des informations sur la mise en œuvre de l'examen périodique universel de la République démocratique du Congo. Car l'amélioration de la situation des droits humains constitue le cheval de bataille de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'engagement de son gouvernement. À leur tour, les membres de la société civile ont présenté leur rapport avec quelques recommandations. Au cours de cet atelier de la représentation des rapports intermédiaires sur la mise en œuvre des recommandations du 3e cycle de l'examen périodique, la direction des l'UPR Info et la secrétaire d'État en migration de la Belgique réitèrent leur engagement à la République démocratique du Congo et recommandent au gouvernement congolais et au Parlement de pouvoir poursuivre leurs efforts pour renforcer le système national des droits humains en RDC. Sujet, même si nous aurions aimé compter parmi nous le ministre des Droits humains, nous nous réjouissons de sa présence en ce moment même au Congrès international contre la peine de mort à Berlin. Et nous espérons que cet engagement se traduira par des avancées concrètes dans ce domaine. C'est d'ailleurs d'une des recommandations adressées à la RDC lors du dernier examen périodique universel. Un vote favorable de la résolution des Nations Unies en faveur d'un moratoire sur l'exécution de la peine de mort lors de la plénière de l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre serait un signal positif. Cela consoliderait une position de fait, puisque aucune peine de mort n'a été exécutée depuis 2003 au Congo. Et l'égalité des genres et la lutte contre les discriminations est également une priorité importante pour la Belgique, tant sur le plan interne qu'externe. À ce sujet, nous saluons les progrès de la RDC dans la mise en œuvre d'une des recommandations de la Belgique. Plus de la moitié des recommandations reçues sont en cours de réalisation. C'est un signe très positif. Je souhaite encourager les 3 branches du pouvoir, le gouvernement, le Parlement et le judiciaire, à poursuivre leurs efforts pour renforcer le système de protection nationale des droits humains en renforçant le cadre législatif et institutionnel, en menant des campagnes de sensibilisation aux droits humains, en renforçant les capacités de chaque agent de changement et en assurant une mise en œuvre effective des lois, afin que chacun puisse faire valoir et réaliser ses droits. La réalisation de ces droits implique l'engagement des gouvernements locaux et régionaux afin que tous les segments de la société voient leur situation progresser et que les décisions et politiques reflètent une approche basée sur les droits humains et l'égalité des gens. Et on quitte Kinshasa pour Ituri, lancée le 14 novembre dernier, la rencontre bipartite entre la société minière Kibali Gold Mining sur l'asphaltage de l'axe routier Boli, situé en territoire d'Aru, s'est clôturée le 16 novembre dernier à la satisfaction de toutes les parties prenantes. Tel a été le souhait du gouverneur militaire, le lieutenant Luboya, quand Chamadjoni suivait cet élément de la presse locale. Un jour des débats et échanges fructueux entre la société civile d'Aru et la société Kibali Gold Mine SA sur la question de l'asphaltage de la route Ofo-Boli. Les participants sont atterris sur une piste de recommandations en vue de leur permettre de trouver des solutions idoines. À l'issue des travaux, les participants se sont convenus de ce qui suit. 1. L'organisation au cours du premier trimestre 2023 d'une mission conjointe, gouvernement provincial, force vive du territoire d'Aru, auprès du gouvernement central pour mener les actions de plaidoyer et la mise en place des mécanismes de financement à faveur de l'asphaltage du tronçon routier Ofo-Boli, à la limite avec la province du Haut-Touélé, gage du développement de cette partie du territoire national. L'exécution de bonne foi de toutes les recommandations issues de cette rencontre et les métiers de dialogue permanent pour la paix sociale par la mise en place d'une commission mixte de suivi et de l'exécution de présentes recommandations suivant un calendrier à convenir
de commun accord. Tout à félicitant tous les participants de ces assises, le directeur du cabinet du gouverneur militaire, Maître Ounega Ege, a au nom de l'autorité provinciale exhorté les deux parties prenantes à se mettre au travail, surtout en ce qui concerne les différentes recommandations formulées pour l'aboutissement heureux de ces travaux. C'est maintenant que le travail commence, maintenant et tout de suite. Ça veut dire que chacun en ce qui les concerne, il doit se mettre au travail maintenant. La province, les partenaires, les parties prenantes, la société Kibali Gold, les forces vives du territoire d'Arou, chacun en ce qui les concerne, doit se mettre au travail. Il ne faut pas attendre encore qu'on voilà, on va nous convoquer. Non, vous rentrez, vous commencez à exécuter ou à préparer l'exécution des recommandations qui ont été faites. Faisant du bien-être de la population itourienne son cheval de bataille, le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, comme un bon père de famille, a prêché les uns et les autres à privilégier l'humanisme en cette période où tous les Congolais sont appelés par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, à la solidarité et la cohésion nationale, une manière de participer aux efforts de paix et du développement de la République démocratique du Congo. Et on va parler infrastructure dans ce journal. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro, était dans la province du Congo central où il a inspecté les travaux réalisés par la concession sur cette partie de la route nationale numéro 1. Le ministre a parcouru les 560 km de cette route en compagnie de son maître d'ouvrage délégué, de l'agence congolaise des grands travaux. Regardez. Kinshasa Matadi Boma Mwanda, longue de 560 km, seuls les 10 derniers kilomètres à l'entrée de la ville côtière de Mwanda sont encore en terre et les travaux s'y font pour un revêtement avant la venue d'intenses pluies. Voilà le constat général tiré par le ministre en charge des infrastructures lors de cette visite de 3 jours passée dans le Congo central. Les 550 autres kilomètres de cette route sont revêtus soit d'un enduit monocouche, soit d'une couche de roulement en béton bitumineux complète. Mise en concession par un contrat signé en 2010, contrat renouvelé en 2015, ce tronçon de la route nationale numéro 1 est entre les mains de la Société de péage du Congo, Sopeco en sigle, qui y exécute des travaux de réhabilitation et d'entretien. Au deuxième jour de sa visite, le ministre s'est entretenu avec le gouverneur de la province qui souhaite plus d'apport de la concession dans son entité. C'est une chose qui sera analysée lors de la prochaine évaluation de la concession, a rassuré Alexis Gisaro. Au matin du jour suivant, sous les explications de la chef de mission de contrôle de l'ACGT, le ministre a mis le cap sur la ville de Boma. De cette étape, l'on retient notamment que la route complètement asphaltée au début de l'année 2021, sur les 98 km jusqu'à l'entrée de la ville, est encore en bon état, hormis quelques endroits qui nécessitent un effort d'entretien, notamment en faisant le désherbage. Le ministre a aussi été conduit sur la route nationale numéro 12 qui va de Manterne à Tchela, puis à Luozi. À l'entrée de Boma, Mme Marie-Josée Nyongo, maire de la ville, a accueilli le ministre et lui a fait faire la visite de la voirie de la ville, réalisée grâce à la concession. La ville de Boma a bénéficié de cette concession d'un boulevard de 4 voies de 12 km et demi de long qui est achevé. La concession a également réalisé des travaux sur la traversée de la ville de la route nationale numéro 1 que les Bomatraciens appellent route vert-vert. Actuellement, sa couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur est en train d'être posée. Sur cette route a été jeté le pont Sindi sur la rivière du même nom. C'est un pont de 16 mètres de portée, déjà ouvert à la circulation. Immédiatement après, le ministre a poursuivi vers Mwanda. Sur les 106 km de trajet, juste une dizaine est encore en terre et les travaux s'y font pour un revêtement avant la venue des grandes pluies. La ville de Mwanda bénéficiera également de 6 km de route de 4 bandes sur toute sa traversée. Mwanda est une zone plane. L'évacuation des eaux sera faite au moyen de 3 immenses collecteurs, dont le premier est en cours de construction. Les 3 couvriront un linéaire de près de 3000 mètres, des ouvrages que le ministre a visités au 3e et dernier jour de son périple. Alexis Gisaro a également été voir la grande érosion de Kisimbi qui sera aussi traitée. Ici, il a instruit les services à travailler en étroite collaboration pour que le sillon de cette érosion soit transformé en un collecteur maçonné. Sur la route de Banana, le ministre a reçu les explications de la mission de contrôle dans la lutte de l'érosion côtière. Il est remarqué ici la perte des pales planches posées le long de la côte pour la protéger
et protéger la route des mouvements de l'océan Atlantique. Les structures métalliques ont cédé. Une société exploitant le pétrole dans la zone a pris l'initiative d'en poser des nouveaux, faits de matériaux plastiques. Le séjour d'Alexis Kizaro au Congo central s'est terminé par la visite des travaux de construction du port en eau profonde de Banana. L'identification du site déjà effectuée, quelques matériaux ont commencé à être entreposés, pendant que le génie militaire s'active à préparer la démolition des bâtiments du camp naval qui sera relocalisé en amont du fleuve vers l'entrée de la ville, au site appelé Kindofula. Et on va prendre un mot de sport dans cette édition. Les débuts de la Coupe du Monde de Qatar 2022 est fixé à ce dimanche 20 novembre 2022. Combien de sélections y participeront? Quand vont jouer les pays africains? Et quelles sont les grandes dates? Samy Bosongo nous donne des réponses dans cet élément. C'est dans 2 jours que la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 démarre. Ça sera la 22e édition de la Coupe du Monde. 32 équipes s'affronteront à travers 64 matchs du 20 novembre au 18 décembre 2022. Les 32 sélections nationales sont réparties dans 8 groupes nommés par les lettres de l'alphabet des A à H. L'Afrique y est représentée par la sélection du Sénégal logée dans le groupe A, la sélection tunisienne dans le groupe D, la sélection marocaine dans le groupe F, le Cameroun est dans le groupe G et le Ghana dans le groupe H. Le calendrier a été naturellement défini par la Fédération internationale de football association FIFA. Les matchs se joueront à Doha, Al-Khor, Al-Rayyan, Al-Waka et Lusail. Initialement prévu le 21 novembre, le match d'ouverture qui mettra aux prises le Qatar, le pays organisateur et l'Équateur, a été décalé le dimanche 20 novembre à 17 h, afin de conserver la tradition du match d'ouverture joué par le pays hôte. Ce sera au stade Al-Baït, qui dispose d'une pelouse naturelle et d'une capacité de plus de 60 000 places dans la ville de Al-Khor. La phase de poule se jouera du dimanche 20 novembre au vendredi 2 décembre. Le Sénégal, le premier pays africain à entrer en lice, jouera de lundi 21 novembre contre les Pays-Bas à 17 h locales. La Tunisie, le mardi 22 novembre à 14 h, aux prises avec le Danemark. Le Maroc, le mercredi 23 novembre à 11 h face à la Croatie. Le jeudi 24 novembre, le Cameroun affrontera la Suisse à 11 h. Et le même jour à 17 h, les Ghana jouera le Portugal. Après la phase de poule, 16 nations disputeront les 8e de finale du samedi 3 à mardi 6 décembre. 8 sélections joueront les quarts de finale du vendredi 9 à samedi 10 décembre. Les 4 qualifiés s'affronteront en demi-finale du mardi 13 à mercredi 14 décembre. C'est le samedi 17 décembre que se jouera la rencontre pour la 3e place et la finale, elle, le dimanche 18 décembre au stade de Lusail qui dispose d'une pelouse naturelle et d'une capacité de 80 000 places. Notez par ailleurs que le président de la FIFA, Gianni Infantino, d'après ses propos dans un entretien exclusif accordé à Xinhua à l'approche de la Coupe du Monde 2022 depuis Bali au sommet du G20 le 16 novembre, il s'attend à ce que la Coupe du Monde au Qatar soit vue par 5 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale. Sport toujours, Vodacom Ligue 1, phase allée de la 28e édition au stade des Martyrs. La jeunesse sportive de Kinshasa a battu les FC Renaissance par 1-0 et nul d'un but partout entre le DSMP et l'AC Rangers. Un récit, une fois de plus, de Samy Bosongo. Il n'a jamais battu le Dan Club. Dans le cadre de la manche allée de la 28e édition de la Vodacom Ligue 1, 2 rencontres ont été organisées jeudi 17 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Le Daring Club Motema Pembe DSMP a joué contre l'Athletic Club Rangers et la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK, a croisé le fer avec le FC Renaissance. Mené au score dès la 3e minute après le but de Ingoli Iyoko de l'AC Rangers, le DSMP a égalisé à la 15e minute par Rachidi Musinga Kwamambu. Ensuite, les nombreuses attaques de DSMP n'ont rien produit, en sorte que la première mi-temps s'est soldée par ces nuls d'un but partout. Au
Au retour des vestiaires, les deux équipes s'attaquent mais sans changer les scores jusqu'au bout de la rencontre. En seconde rencontre, la JSK s'est imposée devant les FC Renaissance du Congo par 1-0. Après les nuls de la première période, la JSK a scoré par Mboumou Dissassi à la 89e minute malgré la domination dans le jeu et les initiatives du FC Renaissance. Après sa victoire devant le FC Renaissance, la JSK a conquis une place au podium où elle est maintenant classée 3e dans le classement provisoire avec 12 unités, plus 2 de goal à virage après cette rencontre. L'association sportive Maniema Union est classée 2e avec 12 points. Plus 8 de différence de but au terme des 4 rencontres. Et l'association sportive Vita Club, première avec ses 13 points, plus 5 de goal à virage après 5 rencontres. De se tenir en dernier rempart, et là un but très important de la jeunesse sportive de Kinshasa. Et on passe au rappel du menu. Le Premier ministre Samalou Kondé a foulé le sol de Djerba en Tunisie ce vendredi 18 novembre 2022 pour représenter le chef de l'État au 18e sommet de la francophonie, a été accueilli par le ministre tunisien du Tourisme. Le 17 novembre à Kinshasa a eu lieu l'ouverture d'un atelier sur la représentation des rapports intermédiaires sur la mise en œuvre des recommandations du 3e cycle de l'examen périodique de la RDC. Vous avez suivi les détails dans ce journal. 3 jours a suffi pour le ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Kizarro d'inspecter les travaux réalisés par la concession de la route nationale numéro 1. Il était au Congo central du 15 au 17 novembre 2022. Et voilà, merci. C'est la fin de ce journal. À vous, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et votre attention soutenue. Restez avec nous car le programme continue. Mais dans l'entretemps, bon week-end chez vous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.